Ça aussi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mathis Schneider et actuellement je suis un innovateur public nomade. J'ai travaillé au service du Premier ministre pour la modernisation de l'action publique en France de 2014 à 2017. Puis j'ai quitté l'Europe en septembre. J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande au Government Service Innovation Lab, laboratoire d'innovation en service public du gouvernement. Pendant ces derniers mois, je suis ici pour quelques semaines où je travaille avec la cellule économie numérique et je décolle dans 2 jours pour aller en Polynésie française, aussi avec le gouvernement, donc j'innove pas public en nouvelle. Ce soir, je vais vous proposer un tour d'horizon des alternatives qui se construisent à l'intérieur des administrations grâce au numérique et les opportunités qu'elles apportent pour changer notre relation à l'action publique. Alors, je ne vais pas répondre directement à comment réussir une collaboration publique-privée. Je ne prétendrai pas mieux connaître votre territoire et votre contexte que vous, mais je peux peut-être vous donner un petit peu d'inspiration de ce à quoi peut ressembler une action publique numérique. Et ensuite, effectivement, sur la seconde partie, on va avoir un format qui permettra de creuser beaucoup plus concrètement de la question de réussir sa collaboration. L'idée, en fait, pendant ces 15-20 minutes, ça va être de poser quelques concepts, histoire de s'assurer qu'après dans la conversation, on dit un mot, on entend tous la même chose. On va commencer par action publique. Dans le monde du numérique, en fait, on parle beaucoup d'action individuelle, du pouvoir qu'on a tous et toutes en tant que développeurs notamment. Et c'est vrai, avec le numérique, une personne seule peut faire beaucoup. Et d'ailleurs, pas forcément en codant. Edward Snowden ou Linus Torvalds montrent que même quand on ne code pas, on peut avoir un fort impact grâce au numérique. On pense aussi à l'action collective, aux possibilités supplémentaires qui peuvent apparaître quand on a de la collaboration qui est facilitée par le numérique. Et là encore, c'est vrai qu'on a des nouvelles formes de collaboration qui peuvent apparaître grâce aux outils, notamment de la collaboration qui se fait sans synchronisation temporelle ou sans synchronisation géographique. Wikipédia, OpenStreetMap montrent qu'on peut collaborer grâce au numérique, y compris avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, et créer des résultats qui sont bien plus forts que ce que chacun d'entre nous individuellement aurait pu faire. Et l'action publique, c'est le travail qui est fait par les administrations. C'est ce qui crée et qui maintient les services publics, ceux dont tout le monde bénéficie, mais dont aucun acteur en particulier n'a d'intérêt à faire. Ou bien que ce serait trop dangereux qu'un seul acteur fasse. En général, dans le monde du numérique, quand on pense à l'action publique, on pense à éteindre son téléphone. Donc tout le monde se moque, mais je te conseille de vérifier discrètement à la fin de cette phrase si vous-même vous êtes bien en mode silencieux. Donc généralement dans le monde du numérique, quand on pense à action publique, on pense à un beau point de goût, en l'occurrence ce genre de truc là. On se dit tout de suite, bah oui, c'est juste les déclarations. Moi, je suis ingénieur, j'ai fait des startups en développement web, donc je connais les représentations qu'on a dans le monde du numérique. On a souvent tendance à critiquer l'administration. Des fois, on en a même peur. Et puis, en fait, on a des fois un peu marre d'être forcé à avoir de l'interaction. Des fois, on doit même utiliser du papier. Enfin, c'est super bizarre, quoi. En fait, on décline petit à petit les perceptions qu'on a. On va dire, ouais, au niveau de l'organisation du travail, c'est pas du tout pareil. Au niveau de l'approche du risque, ça n'a rien à voir. Au niveau des priorités, d'un côté, on veut couvrir 100% des usages, mais en fait, on prend toujours le risque d'en avoir zéro, parce que, à force de vouloir tout couvrir, on ne fait rien. Et puis de l'autre côté, on est super efficace, on va faire 80%, on va seulement 20% du coup, on n'arrive pas partout, etc. Ça, en anthropologie, on appelle ça un super stimulus identitaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire finalement, diviser comme ça en deux, prendre des groupes et dire, en fait, tout ce groupe-là est représenté par une seule entité. Et on va essayer de lui donner un nom. Et on en vient à dire, en fait, le numérique, c'est les startups agiles, super rapides, efficaces, tout le temps focalisées sur la livraison de la valeur pour rien. Et de l'autre côté, l'action publique, c'est l'État. Alors pas l'État au sens État le pays, c'est l'État, avec le grand E et majuscule, qui est notre vision fantasmatique du truc. En oubliant en fait qu'il y a plein d'exemples qui montrent que cette décomposition-là n'a pas beaucoup de sens.
Il y a des banques qui sont beaucoup plus bureaucratiques qu'une région, par exemple. Il y a des mairies qui sont beaucoup plus efficaces que les banques privées. Donc, finalement, cette opposition, elle est en grande partie artificielle, et on finit par croire que ces attributs sont réellement identitaires. On finit par croire que, de fait, l'action publique sera toujours lourde, et que dans le numérique, on sera toujours agile et rapide. Mais si, au lieu de poser les startups et l'État, on se posait la question, qu'est-ce qui se passerait si on prenait les pratiques des startups et qu'on les appliquait dans l'administration? Si on faisait finalement des startups d'État. Mais pas l'inverse. Hein. Ce sera une très bonne question pour la suite. Je vais vous raconter quelques histoires de pays qui justement ont mis en place ces pratiques. L'Estonie aujourd'hui, c'est le pays le plus avancé en numérisation des services publics. Une bonne raison, c'est qu'ils ont 10 ans d'avance sur tout le monde. En 2000, ils ont décidé par exemple qu'une signature électronique avait la même valeur qu'une signature manuscrite. En 2007, à partir de 2007, on peut s'identifier avec sa carte d'identité en ligne. On peut valider son identité grâce à sa carte. Depuis 2014, on peut obtenir une identité numérique en Estonie, sans jamais avoir mis les pieds sur le territoire. On peut immatriculer une entreprise. Voilà. On est en train de créer petit à petit un élément différenciateur assez fort. Alors, on pourrait penser que le cas de l'Estonie est assez particulier. C'est un petit pays et en même temps il est au sein de l'Union européenne. Voilà, bon, enfin, que vous connaissez. Mais est-ce que finalement c'est vraiment l'explication? Maintenant, il y a plein d'autres pays qui sont dans ces conditions-là, ou bien dans d'autres conditions peut-être même plus avantageuses, et qui n'ont pas aujourd'hui ce service public numérique. En fait, si on creuse un petit peu, moi j'ai identifié des éléments dans un rapport qui sont absolument passionnants. En premier lieu, ils vont faire de la loi pour coller au réel. En fait, on remplace la planification au niveau réglementaire par l'émergence. On observe des pratiques et on réglemente a posteriori pour encadrer les pratiques qui sont émergentes. Il va y avoir de la coopération avec l'extérieur de l'administration. En fait, on va reprendre au niveau du public, des acteurs publics, on va reprendre des solutions libres ou associatives qui existent déjà à l'extérieur, plutôt que d'être toujours à essayer de prévoir les usages en amont. Et le tout dans un contexte d'une volonté politique qui est forte et qui est fédératrice et qui est très claire. En 2000, donc, on en est à ce stade où on peut avoir une signature électronique qui a la valeur de signature manuscrite, mais on inscrit aussi l'accès à Internet comme étant un droit de l'homme. Donc le politique est aussi présent là. Donc l'Estonie a été précurseur, pas tant techniquement, parce que finalement il y avait plein d'autres pays qui avaient une infrastructure technique bien supérieure en 2000, mais organisationnellement. Et d'autres gouvernements ont aussi tenté de moderniser et de numériser leurs services publics, pas forcément avec autant de succès. C'est pour ça qu'on a un gros fossé, et que la deuxième histoire que je vais vous raconter, elle a lieu une dizaine d'années plus tard. En 2011, en Grande-Bretagne, le gouvernement décide de refondre le portail d'accès consolidé à tous les services en ligne offerts par les administrations. Donc au lieu d'avoir N services sur N sites offerts par N administrations, pourquoi est-ce que la citoyenne, les citoyens doivent avoir à connaître tous ces différents silos? Il n'y a pas de raison. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un service qui est rendu. Donc ça commence avec une petite équipe, une dizaine de personnes, qui fait des tests utilisateurs, qui publie une version bêta, qui itère, qui améliore, qui consolide un petit peu plus de contenu, puis au fur et à mesure qui grossit, qui devient une vingtaine de personnes. Et au final, ça donne un point d'entrée unique dans tous les services de l'administration. Alors à quoi ça ressemble un point d'entrée unique dans tous les services de l'administration? Est-ce que ça ressemble à un portail? Non, ça ne ressemble pas à un portail. Ça ressemble à une barre de recherche. Parce qu'en fait, tous les silos ont disparu. On n'est pas en train de décliner et de donner la liste de tous les silos, on est en train de les faire disparaître. On est en train de dire que, finalement, moi, en tant qu'utilisateur de service public, je décris l'action que je veux mener et on m'oriente, l'administration m'oriente vers le service qui est correspondant. Donc c'est une couche numérique qui est là pour absorber la complexité administrative. Ce point-là, il est très très important. Donc, sur la base de ce produit, ensuite, il y a un département qui est consolidé, le Government Digital Service, avec un slogan qui est très clair, qui est « The strategy is delivered ». Ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres acteurs, de leur expliquer à quel point ce serait mieux qu'ils numérisent, il faut juste livrer.
du service public, livrer des choses, le démontrer. Et ça aura finalement un impact, une capacité de conviction qui sera bien plus forte qu'une capacité de conviction a priori. Voilà. Après, cette petite équipe de pionniers, finalement, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et on passe 4 ans plus tard à 400 personnes qui sont en train d'opérer de plus en plus de services numériques. Aux États-Unis, on a plusieurs initiatives qui se rejoignent. Les Presidential Innovation Fellows en 2012, donc là c'est Obama qui dit « Moi je vais faire venir des personnes hyper brillantes du secteur privé et leur donner une mission. » Ils sont dépêchés dans une administration, ça peut être la NASA, ça peut être le ministère de la Défense, ça peut être le ministère de l'Intérieur, peu importe. Ces administrations décrivent un problème qu'elles ont depuis des années, qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Ce truc-là, ça ne marche jamais. On ne sait pas comment faire. On ne comprend tellement pas ce qui ne marche pas qu'on ne peut même pas en fait, faire un appel d'offres. On ne peut pas décrire ce qui ne va pas. On sait juste que ce truc-là marche pas. Et donc, l'idée, c'est on va faire venir deux personnes. En fait, au total, c'est 14 pour la première année, mais voilà, on en met une ou deux dans chaque administration pour essayer de répondre à ces problèmes. En 6 mois, essayer d'aller jusqu'au bout, creuser la problématique et proposer un début de solution numérique. Bon, ça c'est premier aspect de ce qui se passe aux États-Unis, 2012. Et l'autre aspect, c'est l'échec de healthcare.gov. Donc pareil, engagement de campagne d'Obama. Je vais fournir une couverture santé à tous les Américains. Et le site est lancé, healthcare.gov, et il tombe. Et il tombe, et il tombe, et il tombe. Et en fait, il n'est jamais fonctionnel pendant la première semaine. Et c'est la catastrophe, c'est la honte absolue. Dans les journaux télévisés, on dit et voilà, healthcare.gov ne fonctionne toujours pas. Donc c'est juste la honte ultime. Qu'est-ce qui a été prouvé là? C'est l'échec des méthodes traditionnelles dans la livraison de logiciels ouverts au public. C'est très simple, hein. On ne peut pas appliquer les pratiques de management du 19e siècle sur une industrie du 20e siècle pour livrer des services du 21e siècle. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir 4 niveaux de prestations avec des gens qui sont uniquement des prescripteurs qui n'ont jamais vu un logiciel de leur vie, qui délèguent à une très grosse boîte qui va créer des couches intermédiaires de spécifications, qui ensuite délèguent à 4 sous-traitants qui vont juste faire du code et puis ensuite ce truc est recetté par ça ne fonctionne pas. Donc la réponse c'est 18F. Le nom provient en fait du croisement des deux mots où c'était c'est la 18e et la F, parce que les Américains n'ont aucune imagination pour le nom. Et donc du coup, ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour le nom de leur administration non plus. On est au croisement de la 18 et de la F, donc on s'appelle 18F. Ils sont créés officiellement en mars 2014 avec 15 personnes, et l'objectif c'est de simplifier les services numériques administratifs. Et aujourd'hui, il y a plus de 250 personnes dedans. En grande partie des anciens, des Presidential Innovation Fellows, mais voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que 18F est une sorte d'agence de service à l'intérieur du gouvernement. Donc on peut creuser ce qui se passe, c'est intéressant d'application de collaboration publique-privée. Eux vont prendre une partie de la délégation et des marchés qui sont fournis habituellement au privé. D'ailleurs, il y a même des accusations en justice du fait que finalement le gouvernement est en train de se servir du même. Mais ce qu'on observe, c'est que 18F va en fait ouvrir de nouveaux marchés, puisque avec une capacité de faire à l'intérieur, dans le public, on va permettre à des nouveaux ministères de découvrir qu'en fait, ils pourraient avoir des besoins qu'ils ne soupçonnaient pas jusqu'à présent. Ils découvrent qu'ils peuvent avoir besoin de numérique et pas juste d'informatique. Ils peuvent avoir besoin d'avoir des gens qui vont créer des services et pas seulement leur faire de l'informatique au sens de l'infrastructure et des mails. Donc avoir une agence de modernisation à l'intérieur qui démontre les choses va finalement ouvrir et augmenter la capacité au niveau global. En France, c'est le portail d'accès aux données publiques data.gouv.fr qui a permis de prouver la viabilité de ces méthodes au sein de l'action publique. En décembre 2013, après 6 mois de développement, une équipe de 3 personnes a mis en ligne le portail data.gouv.fr, le portail open data, avec des fonctionnalités sociales qui étaient totalement nouvelles à cette époque-là. En 2013, tous les portails open data dans le monde, c'est juste un gros catalogue de feuilles Excel. Et data.gouv.fr va fournir une approche totalement différente en disant on met à disposition de la donnée, mais on va créer aussi des boucles de rétroaction. Il est possible pour moi en tant que réutilisateur de dire cette donnée n'est pas de bonne qualité, cette donnée a un problème, et voilà la réutilisation que j'en ai faite. Donc en fait on commence à travailler avec la société civile, et pas seulement en étant en mode moi je fais une action publique, je déverse de l'information, de la donnée, débrouillez-vous avec. On commence à travailler avec. Et pour incarner cette démarche,
le portail data.gouv.fr est ouvert, c'est-à-dire que son code source est disponible. C'est un logiciel. Il est aujourd'hui utilisé dans d'autres pays, au Luxembourg par exemple, et avec l'Italie aussi. Je travaille depuis... Enfin, je travaillais avec l'incubateur de services numériques pendant 3 ans. Et on a créé de nombreux produits. Aujourd'hui, il y en a plus d'une quarantaine qui sont à disposition et qui vont toujours adopter cette approche de coproduire, collaborer, travailler avec nos administrations, travailler avec la société civile, avec l'extérieur. Ne pas être simplement centré sur les besoins de l'administration pour l'administration. Donc par exemple, le MESAD, c'est un simulateur de prestations sociales à destination des particuliers. En moins de 7 minutes, on peut évaluer ses droits à cette prestation sociale. Le taxi, par exemple, qui permet d'avoir une plateforme, une base de données unifiée en temps réel de la géolocalisation des taxis et des VTC. Les taxis, justement pour répondre au système équivalent de la part de je vais faire un peu plus court. Donc voilà, quelques-uns des cas marquants. Et dans le Pacifique aussi. Dans le Pacifique, par exemple, il y a LabPlus en Nouvelle-Zélande, qui, donc c'est le fameux Governance Innovation Service, c'est la version LabPlus, qui applique exactement ces mêmes pratiques. Donc, sur les 4 derniers mois, on a livré un simulateur d'éligibilité à des aides au logement avec du contact utilisateur sur le terrain directement, avec du code libre et ouvert et une collaboration avec une association qui fournit un logiciel libre qui permet, sur lequel on peut s'appuyer et tout un réseau d'acteurs qui sont des contractuels publics, mais aussi des sous-traitants. Et donc tous ces gens-là finalement collaborent directement sur un produit. Il n'y a pas de frontière claire entre voilà, il y a eu cet appel d'offres qui est passé et il y a de la délégation de services. En fait, on va mettre ensemble les compétences des personnes qui travaillent à produire un service public numérique. Et ça, c'est rendu viable par le fait que le logiciel résultant est libre. Donc il n'y a pas de problématique mais des gens travaillent un petit peu, ils font partie de la propriété intellectuelle, voilà, tout est déversé propre des et en Polynésie française, le plan Smart Polynésien pose en fait les bases de cette ouverture, cette coproduction, d'un engagement beaucoup plus fort de la société autour du numérique. Je pourrais vous en parler plus dans 3 semaines, mais pour l'instant, ça fait partie des éléments assez prometteurs que je vous encourage à regarder. C'est juste à côté. En fait, aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, maintenant il y en a 721 administrations, à tous les niveaux, national, régional, local, qui publient du code sur GitHub. Donc, toutes ne suivent pas les mêmes règles, c'est pas parce qu'on met à disposition du code qu'on le fait forcément avec les mêmes licences, avec les mêmes modalités de mise à disposition. Mais dans tous les cas, on a toujours la même évolution dans la maturité. On ouvre des données, puis du code, puis des API. Je vais revenir dessus juste après. Pour l'instant, je voulais vous montrer un élément beaucoup plus concret. Ça, c'est le simulateur de coût d'embauche. C'est un des produits qui a été livré par l'incubateur de services numériques en France. Bon, c'est très simple. Chacun des éléments qui sont soulignés là, vous pouvez le faire varier, puis ça va mettre à jour en temps réel le montant qu'il y a en dessous. Alors, en quoi c'est intéressant en termes de collaboration publique-privée? C'est un peu moche ce truc-là, c'est blanc sur noir, tout vide. Secteur public plus efficace, c'est normal, on enlève plein de morceaux. En fait, il y a une raison, c'est que il est noir sur blanc, tout vide, parce que comme ça, il peut être intégré, par exemple, sur le site de la CCI. Ou bien il peut être intégré sur le site d'une start-up qui fait des conseils en fournissant des business plans aux PME, par exemple. En fait, ce qu'on a créé, ce n'est pas un nouveau portail du service public numérique, mais c'est
le moyen de rendre un service. Là, on n'est pas en train de créer un nouveau projet, un nouveau produit. On est en train de rendre un service. Et ce service-là, eh bien, il est rendu le mieux possible en étant au plus proche des utilisateurs. Un employeur n'a pas envie de rajouter encore un 12e signé parmi tous ceux qu'il va voir tous les 2 jours. Il a juste besoin que dans les outils Willa, qu'il utilise déjà, dans son écosystème, il y ait un service de meilleure qualité qui puisse rendre. Donc là, cet outil peut être utilisé par n'importe quelle entité, une administration, une association, une entité commerciale, un individu, peu importe. Ce qu'on crée, c'est un commun numérique qui, en l'occurrence, rend la loi calculable. Donc tout le monde peut le réutiliser, sans même demander l'avis finalement, sans même demander la permission. Et ça démultiplie la capacité d'action, tant au niveau public qu'au niveau privé. La seule contrepartie, parce qu'il y a quand même une contrepartie, c'est pas une contrepartie financière, c'est une contrepartie de contribution. Si vous faites une amélioration sur ce service, vu qu'il a été financé par de l'argent public, il est remis à disposition du public. Donc, en tant qu'acteur privé, je peux l'améliorer et vous fournir un meilleur service, mais je dois mettre à disposition ces améliorations. Si je veux me différencier, ce sera sur des services annexes, pas sur le service public initial. Donc, logiciel libre, ouverture du code source, ouverture des données, ouverture des API. API, Application Programming Interface, ça veut dire interface de programmation applicative, c'est-à-dire le fait de permettre à des machines d'échanger de l'information directement. Souvent, on pense à des interfaces utilisateurs, celles sur lesquelles on va cliquer, etc. Et une API, c'est un moyen de transférer de la donnée entre des systèmes d'information qui n'ont pas forcément été prévus pour être interconnectés à la base. C'est un élément qui est extrêmement important. Si on veut aller vers du service public numérique, vers cette interconnexion, on ne peut pas continuer à penser que les SI vont être urbanisés par une personne, ou un groupe, ou une entité quelconque, qui serait capable de prédire ce à quoi doit ressembler l'organisation générale d'un SI. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Si tous les services peuvent devenir numériques, alors il faudrait clairement modéliser l'intégralité de la société. Et on ne va jamais y arriver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir des briques qui rendent visible comment on peut les actionner. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est api.gouv.fr. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste, le catalogue des API fournis par les services publics en France. Mettons par exemple que je veuille connaître la région dans laquelle se trouve une ville. Donc je cherche région. A priori, il y a un service qui existe qui peut m'aider avec ça. API Géo. Ok. Je vais creuser un petit peu. Je mets la description, ça a l'air de correspondre à ce que je veux. Et là, j'ai la liste de toutes les commandes que je peux envoyer à ce référentiel. En l'occurrence, la liste des communes. Alors, je vais regarder, je vais vous la faire courte, parce qu'on peut juste la mettre. Par exemple ici, hop. Je ne vais pas vous faire avec Nouméa parce que ça couvre France métropolitaine et DR1. Pas la nouvelle qui est donnée, ça peut vous inspirer. Par exemple, si je cherche Paris, vous voyez ce que je fais là, c'est je tape ici ce que je veux chercher. Donc ça c'est une API, c'est-à-dire que c'est à destination des machines. Donc ce que je reçois ici, c'est pas à destination d'un humain qui ne va pas s'amuser à lire ce texte, mais une machine va pouvoir la lire. Et j'ai la liste de toutes les villes en France qui contiennent Paris. Effectivement, il y a Paris évidemment, et puis il y a toutes les autres. Et donc toutes ces informations-là, aujourd'hui, si je n'ai pas une API de ce type-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obtenir une base de données, la maintenir à jour. À chaque fois qu'il y a un changement, je dois modifier. Si je peux m'interconnecter avec ces API, je n'ai pas besoin moi de faire ça, je délègue à quelqu'un. Et donc, par exemple, il y a eu une réforme il y a 2 ans sur la fusion des régions. Gros problème. Chaque fois que j'ai un service en ligne, je vais mettre à jour manuellement le nom de toutes les régions. Ou pas. Si j'utilise ce service-là, je peux rajouter ici un paramètre pour demander les régions. Ouais, c'est ça. Et du coup,
Ici, j'ai le nom de la région dans laquelle cette ville se trouve. Occitanie, c'est un nom de nouvelle région. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que moi, en tant que mainteneur d'une application, en tant qu'acteur privé ou public qui fournit de l'information au public, ce n'est pas moi qui édicte les règles de nommage des régions en France, c'est un acteur public. Pourquoi est-ce que je devrais, moi, être impacté par ce type de changement de réglementation? Il n'y a pas de raison. Je peux m'appuyer sur des référentiels qui sont fournis directement. Et là, on parle d'API en lecture, mais la suite est bien évidemment l'activation du service public à distance par des API en disant j'ai une délégation pour demander l'activation de ce service. Voilà quelques-unes des histoires que je voulais vous raconter ce soir. Et la suite va se faire en fishbowl, en aquarium. Alors qu'est-ce que ça fait? Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que vous me posiez des questions, moi je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Parce que vous allez avoir plein de questions qui sont spécifiques à ici. Et je ne les connais pas. Par contre, je suis sûr que dans la salle, il y a d'autres personnes qui vont avoir une partie des réponses. Moi j'en aurai une partie, d'autres en auront une autre partie. Et vous allez pouvoir vous aider entre vous aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu la disposition de la salle. Et je vais vous demander donc chacun avec votre chaise de vous déplacer pour vous mettre en cercle concentrique. Et on va laisser au milieu là à peu près 2 mètres d'espace.